L'air du temps. Une émission animée par Marc Wielinski. Débat en live sur les questions, les peurs et les espérances de notre société. Bonjour à tous. À quoi bon faire encore des études quand l'intelligence artificielle fait déjà tout mieux que nous, plus vite que nous, sans fatigue et sans diplôme? C'est la question que n'osent pas se poser les universitaires, les profs, les employeurs, mais qu'on va poser aujourd'hui dans l'air du temps avec Olivier Babot. Bonjour Olivier. Bonjour Marc. Olivier Babot, vous êtes un habitué de ces émissions. Vous êtes économiste, essayiste, président fondateur de l'Institut Sapiens, enseignant aussi. Oui. Et vous êtes connu pour vos analyses percutantes sur la technologie, la société, l'avenir du travail à l'ère de l'intelligence artificielle. Et dans votre dernier livre, qui est coécrit avec Laurent Alexandre, Ne faites plus d'études, apprendre autrement à l'ère de l'IA, aux éditions Buchet-Chastel, vous affirmez que le système éducatif est devenu une machine à reproduire le passé. Alors Olivier Babot, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez enseignant, vous êtes vous-même surdiplômé, vous écrivez ce livre, Ne faites plus d'études. Est-ce que vous n'êtes pas en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis? Complètement, mais je crois que c'est faire œuvre de lucidité, d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Et je pourrais essayer de faire l'autruche comme tout le monde, mais ce livre est parti d'une panique. On échange beaucoup avec Laurent Alexandre et puis d'autres personnes sur les toutes dernières nouvelles liées à l'intelligence artificielle. Je n'avais pas prévu, pour tout dire, d'écrire un livre à nouveau si vite. Mon dernier est sorti en février, sur l'ère de la flemme et sur la crise de l'effort, qui en fait Oui, qui n'est pas sans lien d'ailleurs. Hein. L'intelligence artificielle accélère tout, de toute Voilà, façon. exactement, ça accélère tout. Et puis surtout, on a été pris d'une forme de panique. On s'est dit, mais il est en train de se passer quelque chose. Très peu de gens l'avaient compris au mois de mars et d'avril. C'est en train de monter à l'heure où on parle, et on va en parler, et ça va être une évidence dans quelques mois. La transformation de l'économie implique d'abord une transformation de la façon dont on fait des études. Ou très exactement, les études n'avaient pas attendu l'IA pour être en décalage. Le diplôme n'avait pas attendu pour être dévalorisé, pour être souvent complètement à côté de la plaque. Les problèmes de rentabilité des études se posaient déjà, mais aujourd'hui, c'est en train de s'accélérer à une très très grande vitesse, parce que l'un des drames que nous vivons actuellement, et là maintenant on est en train de le toucher du doigt parce que les articles se multiplient à l'heure où on parle, c'est que la révolution de l'IA touche d'abord les juniors, c'est-à-dire qu'elle remplace d'abord les tâches et les emplois d'entrée de carrière, si bien qu'on a aujourd'hui une crise qui commence à monter autour de gens très diplômés, dont on leur avait dit apparemment qu'ils allaient pouvoir, grâce à leur diplôme par exemple, les jeunes codeurs, les développeurs juniors aux États-Unis, normalement ils avaient un tapis, un chemin de rose qui s'ouvrait à eux, et en fait ils ont beaucoup de mal à se placer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas été remplacés par l'intelligence artificielle, ils ont été remplacés par les seniors devs, les codeurs seniors, qui utilisent l'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer avec beaucoup dans le conseil, le cabinet d'avocats, dans beaucoup de jobs où on va restreindre les embauches parce que l'IA qui commence à monter va d'abord remplacer ces jobs-là. Alors, Olivier Babot, pour bien comprendre ce phénomène qui est extrêmement rapide et qui est en train de s'accélérer d'ailleurs, dans ce livre, donc vous ne faites plus d'études, le sous-titre c'est « Apprendre autrement à l'ère de l'IA » chez Buchet-Chastel. Vous parlez d'un tsunami de l'intelligence gratuite. Est-ce que l'humanité, l'humain, vient de perdre son monopole sur l'intelligence, son monopole sur le savoir? Oui, c'est quelque chose dont il faut signaler le caractère totalement nouveau. Jusque-là, l'intelligence, c'était la chose la plus rare, la plus
la plus exceptionnelle, la plus exclusive. Il fallait 30 ans pour se former, tout le monde n'arrivait pas à un certain niveau, on se fatigue assez vite, la bande passante du cerveau est relativement lente. Donc celui qui possédait le savoir, qui était cristallisé sous forme de diplôme, puisque c'était relativement stable, le diplôme, une photo à un moment donné, hein. Eh bien, ces gens-là avaient pour toujours une place sociale, un job, une considération, parce qu'ils avaient un actif extrêmement rare dont ils avaient une forme d'exclusivité. La nouveauté incroyable, c'est que l'intelligence est en train de se commoditiser. Oui, c'est ça, Commoditiser. commoditiser, pardon, voilà, commoditiser. Ça devient une commodity, une commodité, comme on dit. Le commodité, vous savez, c'est typiquement l'eau, le gaz, l'électricité. Vous ouvrez un robinet, il y C'est-à-dire en a. quelque chose est quasi gratuit. C'est quasi gratuit, c'est à coût marginal, quasi gratuit, tout le monde en a, ça pose aucun problème. Et ça y est, maintenant, alors ça commençait à arriver pour les images, par exemple. On est habitué au fait que les images, maintenant, c'est une commodité, que tout le monde en a, il y en a partout. Et c'est très facile d'en avoir. Ça va être de plus en plus le cas, puisque l'IA aussi produit des images. Mais maintenant, c'est l'ensemble des contenus, y compris des contenus intellectuels qui autrefois auraient été profondément exclusifs. Et sur Internet, les contenus produits par l'humain commencent à être massivement remplacés par les contenus produits par la machine. Ça y est, nous sommes en concurrence avec une machine qui va produire des discours, des images, des vidéos qui sont de très très bon niveau, de niveau de meilleur en meilleur. Et c'est ça aussi qu'il faut voir. Il faut voir non seulement le niveau, mais aussi la trajectoire, comme ne l'a pas fait Kodak à l'époque, quand ils ont vu arriver la photographie numérique, c'était un peu moche. C'est vrai qu'à côté de l'argentique, c'était pas très intéressant. Ils n'ont pas compris la trajectoire, en plus de tout ce que ça pouvait apporter. ChatGPT 3.5, c'est arrivé il y a 3 ans. Alors, on est en train de fêter le premier anniversaire, enfin, pardon, le 3e anniversaire de l'arrivée, comme un coup de tonnerre, comme ça, dans un ciel relativement serein, où on pensait que, bon, ça y est, l'IA, on était sur ça allait arriver, mais on pensait que ça allait arriver dans 50 ans. on était sur un faux plat. Donc, il y avait des gens comme Laurent Alexandre qui expliquaient que ça allait nous surprendre. Et puis, en fait, on était beaucoup à dire, bon, bah, finalement, pour l'instant, ça va. On va pouvoir faire arriver ça tranquillement dans notre monde. On va pouvoir le faire rentrer. Et puis, tout d'un coup, ChatGPT 3.5, pour la première fois, la machine fait des choses absolument extraordinaires. Et ce qui est incroyable, c'est le niveau de progrès qu'il y a eu, avec notamment la multimodalité. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez le nourrir de vidéos, d'images. Peut vous produire des vidéos et des images. C'est plus simplement le texte, tout texte. Il arrive à comprendre les contextes de façon extraordinaire. La rapidité avec laquelle, aujourd'hui, on va vers 1 milliard d'êtres humains qui utilisent ChatGPT dans le monde. Vous vous rendez compte? On est à 800 millions à l'heure où on compte. Sur 8 milliards d'êtres humains, c'est complètement dingue. Hein, la vitesse. Vous savez qu'aux États-Unis, vous avez un jeune sur 4 qui l'utilise comme espèce de compagnon, confident, sentimental. La rapidité avec laquelle ça progresse et la capacité de ces machines, c'est une lutte incroyable, une concurrence incroyable entre les fournisseurs, qui fait que chaque modèle est bien meilleur. On en est à ce moment, en gros, le meilleur aujourd'hui, c'est GPT-5 Pro, hein, qui serait autour de 150 de QI quand même. 150 de QI, vous laissez à peu près tout le monde derrière. Hein. Et donc, il est très probable qu'on aille vers ce qu'on appelle l'intelligence générale, super intelligence, c'est-à-dire qu'en fait, qu'on ait une intelligence qui soit capable, une intelligence artificielle capable de mimer, si vous voulez, toutes les opérations cognitives que fait un cerveau humain. Ça va extrêmement vite, ça progresse incroyablement, et ces capacités, elles sont utilisées par les humains, évidemment, pour changer notamment le travail, pour changer le loisir, pour changer notre vie, en fait. Mais Olivier Babot, quand même, et vous nous aidez à faire ce changement dans notre tête, parce que c'est pas facile à penser, penser cette intelligence. On a toujours pensé l'intelligence comme l'intelligence d'un sujet humain. Là, vous nous parlez de l'intelligence comme si c'était une donnée extérieure à nous. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est une espèce de fluide qui flotte autour de nous, qu'on peut en prendre, on peut se brancher sur l'intelligence. Avant, il y avait toujours un auteur, il y Oui. avait toujours un compositeur, alors que maintenant, c'est ça. En quelque sorte, pour parler comme Stephen King peut-être, mais c'est quelque chose. Non, mais c'est effrayant, c'est comme blessure narcissique, mais beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, on est dépossédé en tant qu'humain de ce qui fait la nature humaine depuis toujours, depuis 2000 ans. L'intelligence, le savoir, la connaissance. À propos de blessure narcissique, ce qui est très drôle, c'est juste que là, les gens qui effectivement étaient, comme dit Goudart, dans les métiers de la tête, n'est-ce pas, qui étaient les métiers évidemment d'élite, regardaient depuis plusieurs siècles les gens avec moins de compétences se faire remplacer par les machines. Avec un peu, qu'ils mangent de la brioche. Hein. Mais il faut vous adapter, monsieur. Voilà, vous étiez ouvrier, vous avez été remplacé par la machine à tisser. Il va falloir vous adapter, monsieur. C'est comme ça. On disait ça de haut. On était de haut, avec un peu de pitié, mais un peu de condescendance aussi, il faut dire. Et là, tout d'un coup, ça nous arrive en pleine tête. Les bac+19 se prennent ça en pleine tête.
Si vous avez été, le plus dur, c'est, il faut l'entendre Laurent Alexandre quand il dit ça, mais quand tu as été médecin, genre pendant 10-12 ans, tu as quand même transpiré sur le truc. C'est très compliqué. Et puis en plus, d'être chirurgien pour avoir la qualification en chirurgie. Aujourd'hui, l'IA est 4 fois meilleure que les médecins pour diagnostiquer. Parce que le diagnostic, malheureusement, c'est un algorithme en réalité. Et donc, plus vous avez vu de cas, et mieux vous êtes. C'est pas seulement la radiologie ou le dermato, c'est que le médecin, très rapidement, il va falloir qu'il soit associé à une IA. Sinon, ça sera aussi ridicule que d'aller voir un marabout parce Mais vous allez qu'il est plus bien loin. moins bon, si vous voulez. Vous Hein. vous dites même que le médecin peut être associé à une IA, mais le mieux, c'est l'IA sans médecin. Et ça, Parce c'est que, c'est parce la que catastrophe. finalement, le, le- le- L'IA dégrade le résultat, pardon, le médecin dégrade le résultat de l'IA. ouais. C'est-à-dire que IA plus médecin, c'est pas meilleur. Ce serait formidable, on dira, ah, c'est merveilleux, ils sont hybrides, machin. Pas du tout. Non, non, non. Le médecin, il faut surtout l'enlever parce qu'en fait, il fait des conneries et donc il fait moins bien que l'IA. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Un peu comme dans l'aérien, si vous voulez d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, c'est pas ça. En général, médecin. c'est le pilote qui fait tout foirer. Ouais. Non, mais le médecin est devenu une espèce de perturbateur endocrinien, Bah, en finalement, fait, ça va être de la ça médecine. va être de plus en plus le cas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de médecins, mais que les métiers vont être un peu différents. C'est aussi vrai pour les professeurs. Et c'est pas parce que Mais restons un instant sur la que je médecine. fais, que j'adore, mais On va revenir oui. sur la professeure. Mais restons un instant sur la médecine, parce que quand même, votre livre, Olivier Babot, le livre que vous avez coécrit donc avec Laurent Alexandre, Ne faites plus d'études, il fait peur sur certains points, mais sur d'autres, il est quand même extrêmement intéressant parce que justement la médecine, on s'aperçoit que comme de plus en plus sont des IA qui vont faire la médecine et même la chirurgie, Mm. et même la Oui. chirurgie, moi ce que je vois, ce que j'entrevois, je suis pas un spécialiste, mais c'est quand même une baisse très importante des coûts médicaux dans les années qui viennent. Et peut-être que c'est une des questions du déficit de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'il va y avoir une baisse des coûts. Si vous avez une machine qui fait de la chirurgie toute la journée, sans salaire, sans fatigue, sans revendication, vous allez faire beaucoup plus d'opérations à des coûts beaucoup moindres. Oui, le grand espoir, mais là il y a un grand débat pour les économistes, hein, il faut être pas tout à fait clair, mais nous on se positionne, mais le grand espoir c'est qu'il y ait un gain de productivité effectivement extraordinaire et que tout d'un coup nous ayons accès à une prospérité, à une diversité, à des technologies qui soient extraordinaires, à une quantité de services. Hein. Demain viendra aussi la révolution des robots humanoïdes, il faut le dire, et elle est déjà en marche. Alors les premiers robots font un peu rire de temps en temps parce qu'ils ne sont pas terribles chez nous, mais enfin il y en a déjà qui commencent à nettoyer, qui commencent à faire la cuisine, vider le lave-vaisselle. Ça va aller là aussi très vite. On a déjà des technologies incroyables avec ce problème terrible qui était la dextérité fine. Et en fait, ça y est, on arrive avec des robots bipèdes qui ont la dextérité fine. Et pourquoi c'est important les robots humanoïdes? Parce qu'on a fait le monde à notre image, au sens qu'on a fait le monde à notre taille. Nos chambres, nos cuisines, nos salons, nos voitures sont à notre taille. Et donc les robots qui vont pouvoir être le plus efficaces, c'est ceux qui vont être humanoïdes à notre taille. Ça aussi, c'est un truc qui va absolument tout changer. Donc c'est un espoir formidable. De ce point de vue-là, on est vraiment à une époque fascinante au sens latin du terme. Vous savez, le fascinus, c'est une figure enfin, c'est un objet apotropaïque, ça veut dire que c'est un objet qui va éloigner le mauvais sort. C'est-à-dire que c'était chez les Romains à la fois un objet qui disait qu'il y avait une malédiction, mais qui était la façon de l'éloigner. Donc c'était une bénédiction et une malédiction en même temps, si vous voulez. Et ben c'est exactement ça. Notre époque, elle est fascinante parce qu'on peut s'attendre à des progrès en matière médicale, en matière de connaissances scientifiques. Peut-être qu'on va pouvoir enfin accélérer vers la fusion nucléaire. On a déjà des accélérations très notables. Aujourd'hui, enfin, tous les mois quasiment, il y a une nouvelle sur la fusion nucléaire. Je vous rappelle, c'est le contraire de la fission. Hein. La fusion, c'est la lumière c'est l'énergie du soleil qui est infinie virtuellement, puisqu'il suffit d'un peu d'eau Oui, pour c'est en l'énergie faire. infinie. C'est pour l'énergie infinie et propre, et parce propre. que ça produit pas de radioactivité. Donc c'est un truc incroyable, c'est un Graal inouï. Si on arrive enfin à progresser vers les scientifiques disent la question n'est pas si on va y arriver, la question c'est quand. Est-ce que c'est dans 50 ans? Est-ce que c'est dans 10 ans? Et on a des vraies accélérations, notamment qui sont permises par l'IA, qui permettent par exemple de stabiliser le plasma, c'est-à-dire le truc très chaud qui permet de faire cette réaction de fusion. Donc, il y a des espoirs incroyables. Alors, il y a certains, il faut le dire, il y a des économistes qui ne croient pas. Par exemple, le prix Nobel Acemoglu qui dit qu'en fait, ça va être comme vous savez, le fameux paradoxe de Solow sur l'informatique, c'est qu'on n'a pas vraiment vu l'explosion de la productivité liée à l'informatique. Et donc, ils disent aussi l'IA, bon, pour l'instant, c'est décevant d'ailleurs, il faut dire, il y a beaucoup d'inertie. Hein. Ça mettra probablement plus de temps qu'on le pense à pénétrer dans les entreprises, dans la société, parce qu'il y a plein d'inertie. Et plein de résistance. Et des réticences Bien sûr. qui sont. Et puis à la fois, comme souvent, on fait sans, donc le temps qu'on apprenne les usages, mais ça va quand même à une très très grande vitesse. Et dès que tu prends un peu de recul, dès que tu dézoomes, tu te rends compte que sur 10 ans, sur 20 ans, ça va changer le monde entier. Ouais. Quand tu formes des étudiants aujourd'hui,
Quand vous commencez les études de médecine aujourd'hui, Ouais. ça veut dire que tu sors dans 10 ans. Et tu rentres à un moment où la machine est déjà meilleure. Alors, c'est quand même un peu suicidaire. Et on le dit à des, à des parents, j'en ai plein de parents dont les enfants viennent de commencer les études de médecine, ils sont légitimement un peu inquiets, évidemment, par ce qu'on dit, mais bon, on est obligé de le dire. Mais Dans alors 10 justement, ans, le métier va changer. Voilà. Il j'ai- y aura des médecins, mais ça va probablement être différent. Est-ce que ce ne sera pas des super infirmières? C'est un risque. Voilà. ouais. Ouais. Oui, mais même les Mais- infirmiers vont pouvoir être remplacés. Ça vous le dites aussi. oui, possible. Ouais, Mais peut-être plus difficilement. peut-être plus difficilement, puis c'est le côté humain. Donc Mais c'est la effectivement, revanche des ça va infirmiers, être, des c'est infirmières, peut-être la des revanche, soignants. oui, ce qu'on appelle des IPA, des infirmières en pratique avancée, peut-être. C'est plutôt ça dont on aura Ouais. besoin, de gens qui comprennent. Et En puis tout on aura cas, besoin de gens pour valider un peu. Le radiologue aujourd'hui, c'est lui qui va valider les trucs vus par la machine, en vrai. Ouais. Hein, En tout cas, de ces plus en plus. soignants directs, dont il y a une part d'irremplaçables, auront accès à des outils qui les rendra soignants et médecins à la fois. Exactement, ça va être des outils incroyablement plus puissants, donc leur rôle va être plus de contrôler, de valider, il y en aura peut-être moins, donc ça va faire évoluer énormément le métier dans plein de domaines, et Bah, puis la santé en particulier. alors ça c'est un peu le côté lumineux de la force. Je voulais en parler Mhm. au début pour montrer que l'IA n'était pas forcément une catastrophe totale qui nous marginalise et qui fera de nous dans quelques années finalement des singes que les IA mettront devant des programmes vidéo débiles pour avoir la paix d'une certaine Oui. façon. Mais alors j'ai une question à vous poser en tant que professeur. Vous enseignez l'économie, je crois. En fait, la gestion d'entreprise, La donc gestion stratégie d'entreprise. Comment d'entreprise, est-ce que théorie vous de la faites décision. pour entrer en classe maintenant et pour pas passer pour un guignol alors que tous vos élèves savent qu'ils ont dans leur iPhone beaucoup plus de savoir que vous n'en aurez jamais. Sauf, bon, il faut voir les choses telles Bien qu'elles sont. sûr. À quoi vous servez en tant que professeur? Bah, c'est la question que je me pose tous les jours. Vous savez, ce qui est très dur aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention des étudiants parce qu'ils ont tous l'ordinateur. En fait, fondamentalement, vous êtes devant une muraille d'ordinateurs. Et vous êtes en compétition avec l'intégralité des contenus du monde, en fait. C'est-à-dire que votre show, vous, professeur, est en compétition avec leur dialogue sur les réseaux sociaux, tous les sites qui peuvent ouvrir. Donc vous êtes une fenêtre parmi d'autres. Et déjà, ça, c'est très, très dur en réalité. Vous vous rendez compte C'est de la épuisant, très non? grande difficulté. Après, quand vous citez des choses, vous faites des digressions, vous parlez d'un livre, vous n'avez pas prévu d'en parler, donc vous n'avez pas vérifié. Bon, bah, eux, en 2 secondes, ils vont aller vérifier en disant, bah oui, tel auteur, c'est telle année, etc. Éventuellement, ça veut dire qu'ils suivent déjà, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, il y a cet effet, ah bah tiens, vu sur Wikipédia tout de suite. Le plus difficile, c'est de capter l'attention, c'est de les intéresser en réalité. Et moi, je crois fondamentalement que ce modèle va s'effondrer. J'adore en faire cours, j'adore faire des cours magistraux. Je crois qu'il y aura quelques cours magistraux qui seront plutôt des conférences spectacles, mais je crois de plus en plus que ce qu'ils vont pouvoir apprendre, ils vont l'apprendre avec leur professeur machine. Voilà. Et qu'il y a beaucoup de temps. En fait, il faut complètement changer ou à minima faire ce qu'on appelle la classe inversée. La classe inversée, c'est l'idée qu'ils vont apprendre chez eux avant l'essentiel de la connaissance descendante. Et on perd énormément de temps en connaissance descendante. Voilà, tiens, ce modèle, tiens, voilà, sur la décision, Oui, mais voilà est-ce les qu'ils le biais feront? Est-ce qu'ils cognitifs, le feront? les trucs de. Mais Est-ce qu'ils le feront oui, chez parce que eux? parce que là, Parce il y qu'ils ont aurait en des concurrence QCM, chez eux avec il y aurait des encore plus de QCM choses. associés et l'IA validerait. Ce serait plus facile. Parce que pour l'instant, effectivement, si vous leur donnez avant, personne ne le fait. Hein. Surtout en France, la culture, c'est le cours magistral, c'est l'alpha et l'oméga de ce que j'ai à savoir. Donc, et puis le professeur, c'est terrible. Son obligation légale, c'est le nombre d'heures de cours qu'il a à faire. C'est ce qu'on appelle son service. Donc, c'est tout le monde, tout concourt dans la structure à entretenir le système. Voilà. Alors qu'il faudrait complètement sortir de cette logique d'heures. Et je prends une comparaison exactement comme les pharmaciens ont dû sortir de la logique de la marche sur la boîte. Jusque-là, vous savez, les pharmaciens, c'était la marche pour la boîte. Et puis, petit à petit, bah, on a rogné sur les prix pour faire des économies. Ils ont eu des problèmes de rentabilité. Et puis, on a dit, mais en fait, vous rendez des services complètement autres, par exemple sur la prévention, la remédiation médicamenteuse, sur des conseils prophylactiques. Eh ben, il faut les vendre maintenant. C'est-à-dire que la valeur que vous apportiez à côté de la marche sur la boîte, il faut en faire votre business model. Et donc les IA, pardon, lapsus, mais les pharmaciens d'officine sont en train de changer, ont pas mal d'ailleurs changé, la façon dont ils sont rémunérés. Et c'est un tournant qui est très très fort pour eux. Et bien, je pense qu'il faut que les professeurs fassent pareil. Il faut changer la logique. Demain, on aura moins de classes, mais en revanche, on va suivre beaucoup plus individuellement des étudiants. On va être plutôt des coachs, des guides dans un parcours d'apprentissage qui feront en grande partie avec des machines.
Ça veut pas dire qu'il y aura pas des moments où on se verra pas, où on va pouvoir marier les savoirs, faire des travaux collectifs, et puis faire travailler le reste, la présence physique, la prise de parole en public, le savoir-être, tous ces trucs qui sont pas liés à un rapport avec la machine, mais on aura tous dans notre poche, vous savez, un nid Aristote. Comme Alexandre le Grand pouvait avoir Aristote autrefois, mais il fallait être le fils du roi de Macédoine pour Pour pouvoir avoir un avoir le meilleur prof précepteur du pour soi monde. tout seul, Non, oui. mais le meilleur prof du monde, le meilleur prof peut-être de l'histoire possible, bah, c'était Alexandre le Grand qui a eu le droit, mais c'est parce que c'était évidemment le fils du roi de Macédoine, mais tout le monde ne pouvait pas l'avoir. Et ben demain, on va tous pouvoir avoir un précepteur, quelqu'un qui va nous connaître parfaitement, qui va connaître nos forces et nos faiblesses, nos manques, qui va essayer de les câbler, les combler, qui va savoir comment on apprend aussi, qui va se souvenir de tout ce qu'on lui aura dit. Et donc, par exemple, on n'aura plus d'étudiants qui arrivent à 16 ans qui ne comprennent pas la différence entre infinitif et participe passé, Ouais. puisque ça aurait été travaillé à un moment donné. Ça, c'est formidable. Mais encore faut-il, Olivier Babot, que les étudiants aient envie d'apprendre, aient envie de faire l'effort. Parce que si vous avez des machines qui font toutes les tâches un petit peu compliquées, par exemple, un résumé de texte, nous, on a appris à le Eh faire, oui. ou faire des dissertations, On n'avait pas le etc. choix. On n'avait pas le choix. Mais c'est compliqué, c'est long, Ouais. par moments, c'est déroutant, c'est décourageant. Et il y a tout ce travail d'apprentissage. À- Pourquoi l'étudiant ferait-il ça alors qu'il peut mettre 3 mots, avoir un prompt, il a une dissertation qui sort, il a un résumé qui sort? Pourquoi prendre la peine de cette musculature cérébrale, je dirais, alors qu'on n'en a plus besoin? C'est quand même une question fondamentale. C'est le Vous problème. parlez de paresse cognitive, d'ailleurs, Ouais. dans votre livre. On parle même d'abdication cognitive. C'est le problème fondamental et c'est le plus grand danger. Là, si on est le côté malédiction hein, du fascinus, hein, c'est le danger le plus important parce qu'on le voit aujourd'hui déjà dans les universités. Hein. Tous les travaux faits à la maison sont aujourd'hui générés à 98% par ChatGPT. Donc vous faites du droit, toutes C'est-à-dire que vous notez ChatGPT. les commentaires d'arrêt autrefois, bah, ça faisait partie de votre apprentissage du métier aussi. Vous deviez transpirer là-dessus, vous voyez. Aujourd'hui, vous faites faire ça par une machine, vous avez l'impression que vous avez travaillé, mais vous n'avez pas travaillé. C'est terrible parce qu'il va y avoir un aspect très, très polarisant dans la machine. C'est une étude du MIT qui est devenue célèbre qui a montré que si vous l'utilisez pour remplacer votre effort, en fait, vous ne vous souvenez de rien, vous avez l'impression que vous avez travaillé, mais vous avez ce qu'ils appellent une dette cognitive, c'est-à-dire que vous allez payer en quelque sorte l'effort cognitif que vous n'avez pas fait. Vous avez l'impression que vous avez été bon, mais vous n'avez pas été bon du tout. Vous n'avez pas fait l'exercice. C'est comme si vous rêviez de soulever des poids. Vous voyez, vous avez rêvé de soulever des poids. Vous n'avez pas vos muscles. Vous avez juste rêvé que vous aviez soulevé des poids. Ça ne fait pas du tout la même chose. Donc, rêver et penser, déléguer l'effort intellectuel, ça ne fait pas les effets de l'effort intellectuel. Ça, c'est l'effet terrible, parce que du coup, ça vous réduit, ça vous atrophie. Et puis, l'effet très positif, c'est que si au contraire, vous avez la force de l'utiliser comme un levier, c'est-à-dire comme un sparring partner, comme un coach, comme il y a un mode, hein, vous savez, sur ChatGPT, éduquer et apprendre, hein, et où il ne va pas vous donner la réponse, il va vous guider vers la réponse. Si vous avez le courage d'utiliser ce mode-là, à ce moment-là, c'est un levier extraordinaire. On appelle ça dans le livre l'effet Cyrano, parce que comme vous savez, dans le Cyrano de Rostand, il y a l'idée des moulins, vous savez, qui peuvent vous envoyer dans la boue ou vers les étoiles. Et bien, c'est exactement ça. Et donc, vous avez tout à fait raison, c'est très inquiétant parce que vous avez une partie probablement de la génération, des nouvelles générations qui vont pas faire l'effort, qui vont se donner l'illusion de l'effort, mais qui vont se laisser aller à l'abdication cognitive. C'est le scénario Wall-E, hein, c'est voilà, une partie de l'humanité qui se laisse complètement aller à la passivité, qui va devenir c'est le lien avec le crise de l'effort, hein, qui est mon livre précédent, hein, parce que finalement c'est très lié à ça crée une crise de l'effort, ça l'accentue. Et puis il y a une partie des gens, espérons, c'est pour ça qu'il faut le dire aux gens, hein, très concrètement, qui vont faire l'effort d'utiliser la machine comme un levier. Et là, ça sera très positif. Oui, mais alors ça va accélérer l'inégalité, Et enfin oui. ça va développer l'inégalité parmi les humains. L'histoire de la société, c'est l'histoire des leviers d'inégalité. Et en effet, les loisirs, l'intelligence artificielle, la façon dont vous utilisez ou pas ces outils comme des leviers ou au contraire comme des prothèses, oui, ça va créer des inégalités fondamentales, énormes. Et je ne parle même pas de l'eugénisme à terme dont on parle un peu dans le livre, évidemment. Ouais. Oui, oui, mais ça, c'est nous qui supportons très peu l'égalité, surtout en France, Ça va être très l'inégalité, dur. ça va être, Ça va être très dur. remise en cause D'autant plus qu'au totale. départ, ça crée une illusion d'égalité parce que c'est très immoral plutôt. C'est très immoral parce que ce sont les moins bons qui sont le plus augmentés dans les tests par l'IA. Bah, c'est normal, si vous ne savez pas écrire du tout, bah, tout d'un coup, votre email, votre texte, il est formidable. Donc vous avez été x100 dans votre résultat, alors que celui qui était déjà très bon,
bah, il est à la marge, il est augmenté à la marge. Mais attention, c'est une illusion terrible. Parce que ce qui se passe maintenant dans les entreprises, d'ores et déjà, c'est que c'est très dur quand vous êtes jeune d'avoir une valeur ajoutée face à la machine. C'est hyper difficile. Parce que pour ça, il faut une culture générale, il faut du recul, il faut une capacité à voir les erreurs. Parfois, il y en a, les contresens, à les vérifier. Ça veut dire qu'il faut être très fort. Et aujourd'hui, c'est les seniors, en fait. C'est ceux qui ont l'habitude, qui peuvent aller relire un projet de contrat, une Oui, mais décision. ces seniors, ils sont pas éternels. Et ces seniors ne sont pas éternels, Ah, avec la question faut bien fondamentale, fabriquer des seniors. Comment on comment vous fabrique des devez seniors seniors quand on n'a plus besoin de lorsqu'il n'y a plus juniors? de juniors? Eh ben, c'est la question ouverte que tout le monde se pose, y compris dans la Silicon Valley aujourd'hui. Ouais. Alors, vous parlez aussi, vous parlez de ce déclassement des intellectuels, ça, il faut qu'on revienne un instant là-dessus. C'est-à-dire que les gens qui ont fait des études, qui ont bac plus 10 ou bac plus 19, comme vous disiez, vont se retrouver à égalité, voire inférieurs par rapport aux gens qui ont déjà travaillé depuis longtemps, qui connaissent bien les IA, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer ces effets de déclassement? On sait très bien, par exemple, que pendant la Révolution française, il y a beaucoup d'intellectuels déclassés qui ont soutenu les révolutionnaires et qui ont mis fin au système. Même pendant le nazisme, il y a eu beaucoup de déclassés intellectuels allemands qui ont soutenu le nazisme, justement, pour Ouais. casser le système, et l'antisémitisme, évidemment, parce Ouais. qu'ils ne trouvaient plus leur place dans la société allemande. Mm. Comment est-ce qu'on fait cette armée d'intellectuels, de gens comme vous et moi, qui avons fait des études, etc., et qui vont se retrouver un peu les sous-hommes du système? Comment est-ce qu'on fait pour que ça ne crée pas une armée, d'une espèce de djihadisme Mm. intellectuel? C'est la thèse très forte de Peter Turchin. Je ne me souviens plus du titre du livre, mais c'est très connu son essai, effectivement, il fait une analyse historique où il montre très bien que les grandes révolutions, les grandes tensions viennent d'un moment de surproduction d'élite. Or, on était déjà entré dans un moment de surproduction d'élite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un problème, vous avez trop de bac plus 5. En fait, trop de gens, en fait en réalité, pour tout dire, c'est des faux diplômes, c'est-à-dire c'est des diplômes dont le niveau n'est absolument pas celui des années 70. Hein. On est à des années-lumière, on a surproduit, on a massifié l'enseignement à marche forcée, on a baissé les exigences, on a donné les diplômes à tout le monde parce que ça a arrangé tout le monde, les étudiants parce que c'est sympa de faire des années d'étudiants, les politiques parce qu'ils donnent l'impression que tout le monde progresse globalement, les parents parce qu'ils ont l'impression que leurs enfants sont meilleurs par rapport à eux, qui souvent n'avaient pas eu le bac et tout d'un coup, leurs fils ont le bac plus 5. En fait, c'est largement une illusion. Ça crée énormément de ressentiment, énormément d'amertume. Et vous avez tout à fait cité historiquement les effets que ça a pu avoir, parce que ces élites qui n'arrivent pas à se trouver une place dans la société bah, sont prêtes à tout faire exploser, à renverser le système, à adhérer aux systèmes les plus dingues, parce que ça leur donne enfin une place. Le système qui leur propose enfin une place. Et malheureusement, j'ai pas du tout de solution à ce qui se passe pour l'instant. C'est-à-dire que Ouais. ce qui est certain, c'est que ça va augmenter cette surproduction d'élite qui existait déjà. Ça va la rendre très très forte. On peut occuper une partie des élites en leur donnant du pain et des jeux, mais ça va probablement pas suffire justement parce que vous avez formé des gens qui ont d'autres aspirations. Que Ils ont nos une, aspirations, ils ont voilà. une aspiration à une place dans la société, à Ouais. une reconnaissance, et malheureusement c'est pas ce qui va se passer. Et Mais je, ça, et pour- je suis tout à fait voilà, tout à fait franc, j'ai aucune autre solution. y a pas, Non, enfin, disons qu'on ne les voit pas encore. non. On va être positif. Ça commence à monter quand même. Ouais. Ça commence à tanguer. Parce que Alors, je veux dire, si il les y a extrêmes aussi. sont si présents, c'est une des conséquences, hein, entre deux. Ouais. On parle des universités, des études scientifiques. Ça touche aussi, vous en parlez un peu moins, mais ça touche aussi les écoles d'art, les écoles de cinéma, les écoles de journalisme. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'intelligence, je dirais, fluide, qui est remplacée par les IA. Il y a aussi l'art, il y a aussi la création, il y a aussi voilà, la poésie, la littérature, tout ce qu'on veut, Mm. la musique. Mm. Ça aussi, c'est quelque chose auquel on assiste actuellement. Et qu'est-ce que ceux qui se lancent dans des études scientifiques ou même dans des études artistiques, quel monde est-ce qu'ils vont trouver dans 5 ans? Comment est-ce qu'ils vont s'insérer dans la société dans 5 ans? Ouais. Sur les études artistiques, de façon générale ou musicales, ou au sens des muses hein, grecques, donc très largement, c'est très intéressant parce qu'il y a deux effets. Le premier effet, c'est qu'en effet, il y a tout d'un coup une IA qui est capable de production, de musique, et c'est vrai que ça apparaît comme une sorte de concurrent, ça pose le problème de droit d'auteur. Bon. Et d'un autre côté, souvent ces métiers étaient en fait des métiers où il n'y avait pas réellement ou très peu de modèles économiques, où en fait ils étaient déjà totalement subventionnés. Et quelque part, ils vont être protégés par cette subvention, puisque c'est un modèle qui déjà était en dehors du marché. Et Protéger un certain temps. un certain temps, voilà, un certain temps. Mais paradoxalement, c'est les gens qui vont être le plus directement utiles
qui vont être remplacés le plus directement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, tout le système, tout un système par exemple, de ministère de la Culture, va être en fait soutenu, puisqu'il est déjà soutenu, il est déjà hors marché, en fait. Il est déjà financé par une partie des impôts qui sont canalisés. Alors, il y a aussi un effet intéressant, c'est que le spectacle vivant, par exemple, voilà un des trucs qui, normalement, va pas être remplacé par la machine, puisque par définition, ce que vous allez voir, c'est un être humain sur scène. Voilà. Un être humain dans sa performance. Vous n'allez pas voir je veux dire, un robot demain aller jouer du Beethoven sur un piano. Je veux dire, ça, vous dites, c'est pas intéressant. Ce que je vais voir, c'est une performance humaine avec justement peut-être son choix humain, son imperfection, le fait que c'est pas exactement la même chose qu'hier, ça sera pas la même chose que le lendemain. Et donc, c'est exactement comme les métiers de la main ou les métiers du soin ou du lien, où on peut dire que ce qu'on cherche, c'est l'humain. Donc il y a quelques métiers où justement ce qu'on va chercher, c'est la patte humaine. Donc typiquement un tableau, le fait qu'il ait été fait par un humain, c'est important. Il y a probablement déjà des machines capables de produire plein de tableaux, mais le côté unique, non reproductible, va être recherché. Donc ça peut constituer une forme de bulle, oui, de niche qui va être conservée à terme. Mais est-ce que c'est très long? Est-ce que ça va durer? En tout cas, ça pose aussi des questions, notamment sur les droits d'auteur et sur la rémunération, ça c'est Ouais. sûr. Alors, Olivier Babot, je voudrais pas qu'on pense que votre livre, vous avez parlé de panique tout à l'heure, donc le livre, vous le dites avec Laurent Alexandre, donc Mm. ce livre, vous dites que c'est issu voilà, de se dire, mais tout va Mm. très vite, qu'est-ce que ça va devenir? Je voudrais pas qu'on pense que c'est uniquement un livre de espèce d'horreur, un Non, non, livre pas du d'horreur, tout. Pas un du tout. livre. C'est aussi vous donner un certain nombre de pistes qui sont quand même intelligentes et intelligentes au sens humain du terme, hein, je voulais Mm. dire. Oui. Et vous dites, par exemple, bon, vous partez du principe que les diplômes ne protègent plus, qu'ils endorment. Mm. Et comment est-ce qu'on fait pour réveiller les diplômes et servent-ils encore à quelque chose? Alors, à la fin du livre, on donne plein de commandements de l'étudiant au XXIe siècle, et puis des nouveaux droits, par exemple le droit à la portabilité, On va l'important. reparler de ça, Voilà, oui. on en parlera. Bon. Comment on fait pour que les diplômes continuent à exister? Parce que ça ne doit plus être un diplôme, ça doit plutôt être quelque chose qui est orienté compétence. La compétence, elle évolue. Le diplôme, il est fixe à un moment donné. Il y avait déjà plein de critiques du diplôme qui était uniquement un signal social. Il est peut-être associé à une forme de réseau, des choses comme ça, mais déjà, si vous êtes plus d'ores et déjà aujourd'hui dans les diplômes du haut du panier, qui peuvent valoir le coup, les meilleures écoles, les meilleures universités, vraiment, la plupart du temps, c'est une perte de temps. Vous avez intérêt à produire vous-même parce que votre diplôme va pas apporter quoi que ce soit, en Sans fait. compter que ça coûte cher, c'est un En fait, ça investissement peut coûter cher. Alors, énorme. c'est plus le cas aux États-Unis, mais aux États-Unis, il y a déjà une crise très forte. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas dans la Ivy League, vous vous rendez compte que vous êtes endetté de centaines de milliers de dollars Ouais. pour un truc qui sera absolument pas rentable. Ça commence déjà à être visible. Vous avez payé très cher des années d'étudiants qui vont pas être rentables. En France, c'est un peu différent puisque l'université étant gratuite, vous n'avez pas investi grand-chose. Mais Enfin, faut vivre collectivement, pendant 10 ans bah, avec quelque chose, déjà, c'est un coût parce qu'il un faut coût vivre. Et d'opportunité. puis, c'est un coût collectif. Parce que, il faut le dire aujourd'hui, quand on fait des études trop longues, sans doute des études à rallonge qui ne servent pas à grand-chose, un étudiant, c'est 14 000 euros à la collectivité par an. Voilà, c'est ce que ça coûte. Il faut peut-être réfléchir un petit peu mieux à l'usage, à l'utilité que ça peut avoir. Et puis, de plus en plus, les employeurs, puisqu'on parle de la capacité à être dans le modèle, à être dans l'économie après, hein, les employeurs vont plus regarder le diplôme, ils vont regarder la compétence, l'utilité. Et cette utilité professionnelle va évoluer énormément vite parce qu'elle va évoluer avec des machines qui elles-mêmes évoluent, avec des outils qui évoluent. Donc, ce qu'il faut montrer, c'est sa capacité à travailler avec les machines, à être complémentaire et puis sans doute à être curieux, à apprendre. C'est pourquoi on dit c'est extrêmement important d'avoir de la culture générale, de continuer à lire. Parce que si vous êtes uniquement ballotté avec des réponses où vous savez que faire que copier-coller, évidemment, ça va très rapidement limiter votre valeur ajoutée. Ça veut dire aussi, et on le dit avec une grande franchise, que ce siècle n'est pas pour les feignasses. Qu'en fait, paradoxalement, au moment où vous avez les machines pour vous aider plus que jamais, il va falloir bosser plus que jamais, en fait. Il va falloir être extrêmement exigeant avec soi-même. Il va falloir une discipline de faire, discipline d'autant plus dure qu'on est à un monde qui, en permanence, vous propose, un, de vous divertir, deux, de faire l'effort intellectuel à votre place. Oh, mais justement, c'est insurmontable. Bah, Da si c'est da da surmontable, c'est surmontable. Vous pouvez résister à la tentation du sucre qui est très bonne, à la tentation de l'alcool si vous avez envie de boire. C'est une question de volonté. Voilà, c'est une question de volonté, mais il va en falloir de la volonté. Vous pouvez vous faire aider, sans aucun doute.
C'est les patchs pour la cigarette, mais alors cognitivement, c'est quoi? Il faut que vous mettiez un mode spécifique sur votre IA et puis que vous n'en sortiez pas, hein. Il y a deux modes, hein. Le mode Jiminy Cricket, vous savez, comme dans Pinocchio, hein, où il va être là, disant tiens, là, t'as pas fait grand-chose, allez, il faut que tu te forces, tiens, il faut que tu t'améliores en langue. Regardez, alors moi, pour dire un cas personnel, maintenant, quand je voyage et que je fais de la longue route tout seul, parce que ça m'arrive de temps en temps, qu'est-ce que je fais? Je dialogue avec mon IA. Tout simplement, je lui dis, tiens, le 19e siècle, là, cet épisode, Ouais. j'en avais entendu parler, mais j'ai totalement oublié. Est-ce que tu peux me Ça, c'est reparler? fascinant. Tu peux me reparler des causes de la Première Guerre mondiale à ce point-là? Et en fait, c'est comme si tu avais un professeur en Sorbonne qui peut tout te dire, qui peut aller au plus profond du Ouais. truc, et tu peux gratter, gratter, et c'est formidable. Je veux dire, ça n'existait pas avant. Tu as un professeur particulier à côté de toi, et Ça, c'est sur tous les extraordinaire. sujets. Sur tous C'est les sujets. Et c'est effectivement. fascinant. Tu veux pratiquer les langues? Ah tiens, on va parler cette langue maintenant. Et puis reprends un peu ma prononciation parce qu'elle si elle est pas très bonne, etc. Et c'est vraiment, comme on dit, the sky is the limit, n'est-ce pas? Oui, mais Le alors, ciel est la limite. C'est ça Olivier qui est Babou, nous, fascinant, quoi. on est des adultes, voire des gens mûrs. Nous, on est de l'autre Et, côté, on est sur et, la pente descendante, n'est-ce pas? non, On a non, fait non, 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 l'essentiel de c'est notre pas ce que j'ai vie. voulu dire. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Si, J'ai si, voulu moi, dire je le dis. on a été habitué à une certaine curiosité Ouais. qu'on a gardée. Mm. Maintenant, qu'est-ce que vous dites à vos jeunes enfants? Vous allez quand même, le réflexe, c'est quand même, vous avez quand même envie qu'ils fassent études. Vous n'avez pas envie d'avoir un gamin ou une gamine qui vous dise à 16 ans, papa, j'arrête les études, je veux me balader, je travaille plus, ça sert plus à rien. Comment vous réagissez? Alors, faire des études et apprendre, c'est deux choses différentes pour moi. Quand on dit ne Justement, faites... Non, mais concrètement. ne faites plus d'études, c'est d'abord ne faites plus d'études de façon un peu paresseuse et un peu. C'est-à-dire, vous faites quelques partiels, c'est suffisant pour avoir la ligne sur le CV. En fait, c'est quand même pas grand-chose en réalité. Ne faites plus d'études, c'est surtout ne faites plus ça, ne perdez plus de temps, bossez énormément, apprenez. Alors, il se trouve que Laurent et moi, on est tous les deux, respectivement, pères de familles nombreuses. Donc déjà, quand je fais les conférences sur le livre, je dis, vous savez, si j'étais pas optimiste sur le monde, j'aurais pas eu 4 enfants déjà. Parce que je balancerais pas, dans la dernière à 1 an aujourd'hui, je balancerais pas dans le monde si je pensais que ce monde était une sorte d'apocalypse, voué à l'horreur, une GN terrible. Donc je crois que ça peut être très positif, mais si justement on est armé, et j'essaie de donner à mes enfants les armes pour survivre. Donc je leur dis, quand ils me parlent d'un métier, tiens, je veux être avocat, déjà je les encourage de toutes les façons possibles. Je leur dis pas complètement mes doutes. Je leur dis, en tout cas, vous savez, les métiers vont beaucoup Bon, ils évoluer. lisent vos livres. Oui, mais ils sont encore un peu jeunes, hein. La plus grande a 14 ans, donc c'est un peu D'accord. limite. Elle continue à trouver ça chiant, mes bouquins. Un jour, elle les lira, j'espère. Mais en tout cas, pour l'instant, ils sont un peu loin de tout ça. Et je leur dis surtout, soyez curieux. Il faut effectivement lire plein de choses, découvrir. Et si vous êtes curiosité, cette volonté d'apprendre, d'une façon ou d'une autre, vous arriverez à faire votre chemin. Et puis en plus, on va vivre tous très longtemps. Donc il faut aussi prendre son temps, comme nous, on a pu prendre notre temps dans les études parfois, errer. Mais errer, pas pour rien foutre, c'est pas dans l'oisiveté, vous voyez? C'est pas pour parcourir la rue de la soif de haut en bas et de bas en haut, hein, c'était pas ça l'idée. Errer, c'est moi, comme je l'avais fait, à un moment donné, j'avais 3, 4 cartes d'étudiant, parce que je faisais l'archéologie, je faisais du droit, je faisais de la philosophie, je faisais une étude de commerce, parce qu'il faut bien manger à un moment donné, et puis l'histoire de l'art plus tard, enfin voilà. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui nourrit et qui après fait que vous aussi vous trouvez votre voie parce que plus que jamais dans ce monde, il faut trouver. C'est un prof en Sorbonne qui disait ça. Il s'appelait Alain Renaud. Il disait mais il faut que vous trouviez votre genre de beauté. Qu'est-ce qui vous meut dans la vie? Voilà. Et je crois que c'est l'homme le plus important, c'est de transmettre à ses enfants ce qui vous meut parce que c'est difficile aujourd'hui de trouver sa passion peut-être plus qu'hier. Autrefois, vous n'aviez pas de truc pour vous divertir en permanence, donc vous étiez encouragé, c'est de trouver quelque chose qui vous nourrissait vraiment. Aujourd'hui, comme il y a toujours un petit truc pour vous donner un petit shoot de dopamine dans votre téléphone, vous n'êtes pas encouragé, c'est de trouver quelque chose qui vous nourrit plus en profondeur. Voyez, alors que c'est ça justement qui est important, c'est de trouver ce qui va vous mouvoir dans votre vie plus profondément. Et je crois que le travail, l'effort, la volonté d'apprendre, et puis après, grâce aux machines, va venir après en surcroît. Olivier, vous êtes très 19e siècle en fait. Vous êtes très Oui, Jules bah, Ferry. Vous avez et même honnête un homme, siècle de retard. et Là. même humaniste, peut-être. Moi, je crois beaucoup au retour de ces choses-là. Finalement, c'est jamais tout à fait nouveau. Finalement, là, regardez, l'être humain a créé des technologies pour lui permettre de s'épargner les efforts, depuis Ouais. toujours. Et la vraie question, c'est comment cette technologie est utilisée comme levier et pas comme atrophie.
Et vous savez, pour aller très très loin, que chez les paléoanthropologues montrent que quand on a inventé l'arc et la lance composite, on a perdu tout d'un coup énormément en masse musculaire. Alors jusque-là, on avait les masses musculaires des grands singes, on était extrêmement puissants. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait des technologies qui nous permettaient de plus courir, de plus faire les mêmes efforts. Et ben, en fait, c'est une très vieille histoire, vous voyez. Ouais. Comment on se transforme, comment l'être humain se transforme avec les technologies qu'il a lui-même créées, Ouais, mais là, mais pour le meilleur. est-ce Vous qu'on voyez. est prêt à perdre de l'intelligence? Parce que vous dites que le QI, le quotient intellectuel, diminue Non, mais parce qu'il et faut, ça va non, mais il faut s'accélérer. l'éviter. Là, cet anti-effet Flynn hein, qui est en train de se passer, il est dramatique. Hein. Alors, il est doué, il est lié à plein de choses. Il y a plein, on n'a pas le temps malheureusement d'en parler, mais il est lié à plein de choses. Ça n'est pas une fatalité. Voilà. La baisse du quotient intellectuel n'est pas une fatalité. L'abdication cognitive n'est Enfin, pas elle une est quand même fatalité. Il avérée. faut, elle est avérée, hein, elle existe aujourd'hui, mais bon, elle peut être liée au flux migratoire, au fait qu'il y a des gens qui ne sont pas formés de la même façon. En tout cas, c'est plus, vous savez, l'effet Flynn qui était positif, il était lié au fait qu'on était mieux nourris. Voilà, on était mieux nourris, on était plus stimulés dès la naissance, donc on pouvait aller au maximum de nos capacités. Maintenant, ce qu'il faut éviter, effectivement, c'est l'effet d'atrophie, qui va être lié au fait qu'on fera plus d'efforts et qu'on aura tendance à plus en avoir besoin. Mais encore une fois, il ne faut pas se faire d'illusions, on n'embarquera pas 100% de la population. Et se pose d'ailleurs la question du revenu universel, hein, inconditionnel, Ouais, qui la question, elle malheureusement va se reposer de façon qui va se vraiment reposer de plus en plus. En fait, il y de en a plus en déjà, plus. hein, parce qu'en fait, il y a C'est déjà ouais. des filets de sécurité minimum, hein, donc c'est déjà ça. Hein. Mais ça va être de plus en plus le cas. Malheureusement, vous savez que la plus grande expérience qui a été faite par Sam Altman, financée par Sam Altman pendant 4 ans, où ils ont donné pas mal d'argent à des gens sans activité en échange, elle est plutôt mauvaise parce que les gens ne se forment pas et on a plutôt observé une augmentation de la consommation d'alcool et de psychotropes, de drogue. Ouais. Alors, vous parlez aussi, très concrètement de la génération actuelle. Oui. Vous dites les gens qui sont en gros, les jeunes qui sont dans les universités, c'est déjà fichu pour eux parce qu'ils sont rentrés dans un système qui de toute façon est Non, c'est complètement pas fichu les périmé. pauvres, parce que je veux Non, pas leur bon, dire ça. Moi, j'en d'accord, vois tous les jours des étudiants, mais je leur dis, je passe une grande partie de c'est mon une espèce de de génération non, mais sacrifiée quand je même. passe toujours une partie de mes heures à leur expliquer ce qui est en train de se passer. Ouais. Pour leur, essayer de faire comprendre qu'il Bon, va falloir qu'ils en tant se que secouent. Oui, oui, vous dites oui, aux jeunes, là, pour les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont en train de passer le bac, en gros, oui, ceux qui ont 17-18 ans, je sais pas, oui. il y a une fenêtre d'opportunité extraordinaire dans les 10 ans qui viennent, qui est justement de s'accrocher aux IA. C'est très facile de créer une entreprise maintenant. On peut créer une entreprise tout seul, ça vous le décrivez bien. Ouais. On peut faire le marketing, la comptabilité, L'application. l'application. Il n'y a Hmm. rien, il y a rien de plus simple. Se lancer, prendre des positions sur ce monde futur, maintenant, au lieu d'aller perdre son temps à Polytechnique ou à Harvard. Vous savez que c'est le grand truc dans la Silicon Valley. La plupart des grands patrons aujourd'hui, c'est pas le job quitting, c'est le study quitting. C'est-à-dire que au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que même à Harvard, Stanford, etc., en fait, ils perdaient leur temps, et c'est probablement vrai. Et ils étaient beaucoup plus pressés d'aller créer quelque chose. L'une des caractéristiques fascinantes dans le cours des 25 dernières années, c'est l'effondrement de la plupart des barrières à l'entrée sur beaucoup, beaucoup de marchés. Autrefois, pour faire un montage vidéo, pour filmer et faire un montage vidéo, il fallait un studio qui coûtait des millions de francs. Il fallait, je dis bien en francs parce que c'était donc autrefois, il fallait filmer, ça coûtait très cher. Pour filmer un truc en hauteur, fallait un hélicoptère, ça coûtait une blinde. Aujourd'hui, vous pouvez tout faire avec quelques euros vous-même, CapCut sur votre téléphone, monter, mettre, vous êtes votre propre média. Et ça, on a déjà vu la conséquence sur le monde des médias. Vous pouvez émerger tout seul et devenir une star, y compris demain faire du cinéma parce que vous avez émergé tout seul par votre travail. Les entreprises aussi, c'est pareil. C'est d'ailleurs Sam Altman a dit la $1 billion compagnie avec aucun employé va bientôt être possible si c'est pas déjà le cas. C'est-à-dire en fait un créateur, le mec a l'IA et il sera une licorne à un milliard de dollars. Et donc il y a un nombre d'opportunités, il y a un nombre de trucs qu'on peut créer. Alors que autrefois il fallait des capitaux, de l'informatique, investir, des employés. Aujourd'hui vous allez pouvoir tout faire tout avec votre intelligence artificielle. Donc c'est totalement exaltant. Et il y aura probablement énormément de nouvelles hyper fortunes qui vont être créées Oui, c'est par ça. des gens très jeunes d'ailleurs. Hein, Vous êtes extrêmement optimiste et opportuniste parce que vous dites, pour cette génération, dans les 10 ans qui viennent, vous pouvez devenir très, très riche. Ah oui, ça c'est évident. D'ailleurs, il y en a Parce que vous quelques-uns. parlez de 25 ans. sommes, mais c'est des milliards de dollars qui Mais sont oui, mais déversés d'ailleurs, actuellement dans l'IA. Zuckerberg, il paye en milliards de dollars. Il y a des salaires en milliards de dollars maintenant, tellement la concentration des spécialistes de l'IA, des gens qui font
et qui participent à cette course incroyable, parce que l'idée c'est d'avoir le meilleur modèle le plus vite possible pour être le meilleur et pour écraser les autres, pour survivre. Hein. Pour cette course, vous êtes obligé de payer les meilleurs cerveaux, et ces cerveaux sont extrêmement, extraordinairement rares. Mais Et donc comment vous pouvez, voulez-vous à 25 ans, effectivement, gagner plusieurs dizaines, centaines de millions. Ouais. comment voulez-vous que les gens, je sais pas, comprennent ce monde quand on se bat pour maintenir je sais pas, des retraites à 1500 euros et que vous entendez parler d'ingénieurs qui sont débauchés par Meta ou par Microsoft avec des salaires qui sont de plusieurs milliards de dollars. C'est même impossible et à Nvidia imaginer. qui a franchi les 5 000 milliards de dollars de capitalisation. Je me souviens quand Apple avait franchi les 1000 milliards, déjà, on trouvait ça que c'était énorme. On trouvait que c'était incroyable. En fait, la technologie est tellement quelque chose qui est en train de changer le monde et apporter un changement civilisationnel qu'elle concentre toutes les anticipations de valeur. Parce que demain, c'est elle qui va tout apporter. Si demain, c'est le service ultime, l'intelligence artificielle et le robot qui va avec, eh ben c'est ce qui concentre l'ensemble de l'offre de l'économie. Donc, c'est logique que ça concentre énormément de valeur. Certes, à terme, ça va demander une réinvention complète de toutes nos institutions, tous nos systèmes aussi fiscaux, probablement, hein, de répartition de la valeur. Est-ce que des emplois, nous on pense que les emplois ne vont pas mourir, en tout cas pas tout de suite. Est-ce qu'il y a destruction destructrice? À ce moment-là, effectivement, il faut qu'on répartisse la valeur d'une autre façon que par le travail. Peut-être. Est-ce qu'il faut d'autres façons de capter cette valeur, de la répartir, d'autres façons aussi de faire de répartir le pouvoir? C'est des questions qui sont vertigineuses et les tensions auxquelles on assiste aujourd'hui, c'est les tensions entre un monde qui a été conçu après la guerre, pour un monde technologiquement relativement stable, un peu à l'ancienne en réalité, jusque dans les années 90, et puis ce monde exponentiel de technologie qui change tout, dans lequel on est, ce qui veut dire que fatalement ça va beaucoup secouer. Ouais. Alors, Olivier Bavo, il nous reste 2 minutes, mais j'ai quand même une dernière question à vous poser. Allez. En tant qu'économiste, beaucoup de gens se disent il y a une bulle. On parle de milliards de dollars. Il y a une bulle actuellement autour de l'IA et quand ça va exploser, ça va être monstrueux. En 2 mots, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on vit une bulle qui va exploser ou pas? Je suis à peu près certain qu'il y aura une correction boursière, probablement assez forte. Il y a un aspect bulle normal parce qu'en fait, un peu comme la crise des dot-com dans les années 2000, tout d'un coup, il y a toutes les attentes tout d'un coup, et puis vous avez un effet de marché collectif. Vous voyez, tout le monde va miser sur les mêmes valeurs. Il y aura forcément quelques déceptions et donc il y aura une correction, mais en fait, à court terme, on surestime peut-être l'effet des nouvelles technologies. À long terme, on la sous-estime. Voilà, c'est ça la vraie règle. Donc, il y aura une correction, y compris boursière. Moi, je m'y attends très très fort. On est très nombreux à s'y attendre. En revanche, ça ne remet pas en cause la tendance très très profonde, qui est en train de se passer. On verra Olivier si j'ai Babo, raison. merci beaucoup d'être venu à l'Air du temps. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Ne faites plus d'études, apprendre autrement à l'ère de l'IA. Donc, Laurent Alexandre et Olivier Babo. Merci Olivier. Merci. C'était L'Air du temps, une émission animée par Marc Belinsky. L'Air du temps, c'est un vendredi sur 2, de 12h à 13h sur Radio RCJ. À bientôt pour une prochaine émission.